Avant-hier, le 22 avril 2026 à New York, Jimmy Donaldson, alias MrBeast, est monté sur la scène du Time 100 Summit, un événement organisé par le magazine Time qui réunit les 100 personnes les plus influentes du monde. C'est un zéro. Et là, il commence à parler de la façon dont son entreprise a grandi, comment il a fait venir des personnes plus expérimentées pour tout gérer là-bas, et comment il reconnaît qu'il n'est pas, disons, la personne idéale pour définir la culture d'une entreprise de 750 employés. Eh bien, sauf que pendant qu'il était sur cette scène, quelque chose se passait en coulisses. Une ancienne dirigeante de son entreprise, Beast Industries, qui est en fait la société derrière tout ce qui concerne MrBeast, venait tout juste de déposer une plainte fédérale en Caroline du Nord. Si le talent veut faire n'importe quoi, laissez-les. Les choses ont empiré quand je suis devenue malheureuse. Cette ancienne dirigeante brésilienne a quitté Instagram pour entrer au cœur de la plus grande machine à contenu sur YouTube. Elle a grimpé rapidement et maintenant elle affirme devant la justice que ce qu'elle a vécu là-bas était un cauchemar. Le contenu de cette procédure dresse un portrait bien différent de ce que MrBeast présentait, disons, là-bas sur cette scène. Marcos Campos. Et aujourd'hui donc, on va ouvrir ce dossier qui a secoué le monde des créateurs de contenu. Que dit cet ex-employé sur ce qui se passait chez Beast Industries? Pourquoi a-t-elle été licenciée moins de 3 semaines après son retour de congé maternité? Et qu'est-ce qu'un prétendu manuel interne, appelé la Bible de MrBeast, révèle sur la véritable culture derrière les vidéos à plusieurs millions de dollars? Eh bien, si vous voulez tout comprendre sur ce qui se passe dans cet exposé sur Mister, Beast, alors restez avec moi. Laissez déjà un like, un commentaire, même si ce n'est qu'un emoji. Devenez membre si vous le pouvez. laissez-moi vous dire quelque chose très rapidement qui a beaucoup à voir avec cette vidéo. Parce que vous savez, beaucoup de gens pensent que ce que je fais ici sur la chaîne, c'est de l'inspiration, d'accord? Mais écoute, moi je te garantis que c'est un processus, c'est du boulot. Il faut s'asseoir ici, faire énormément de recherches, tester la narration, ajuster jusqu'à ce que ça marche. Si ça ne marche pas, je laisse tomber et j'essaie à nouveau. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup une marque qui pense exactement de cette façon. C'est Insider. Ce t-shirt que je porte, mon basique noir de tous les jours pour enregistrer des vidéos pour vous, c'est un tech t-shirt. Et écoutez, ce n'est pas d'abord une question d'esthétique, d'accord? C'est une question de confort, les gars. C'est une question de résultats concrets en pratique. Vous voyez? Les gars testent, ajustent et répètent jusqu'à ce que ça marche dans le monde réel. Ça ne garde pas d'odeur, ne se froisse pas, c'est très confortable pour enregistrer longtemps sous la chaleur. Parfait pour la routine, tu vois? Ça change tout pour moi. Parce qu'au final, tu remarques quand il y a une méthode derrière tout ça. D'ailleurs, c'est déjà leur mois d'anniversaire, tu sais? 9 ans déjà. Et cela fait 3 ans que je suis partenaire avec eux, soit un tiers du temps avec Insider. Ce mois-ci, tu as des cadeaux progressifs. Je vais laisser ici à l'écran pour vous. Au fur et à mesure que vous ajoutez dans votre panier, le cadeau s'améliore. Et si tu veux profiter de tous ces avantages, il te suffit de cliquer sur le lien que je vais laisser dans le commentaire épinglé qui t'emmènera directement sur le site d'Insider, d'accord? Message passé. Passons aux faits. Nous devons parler d'un empire ici. Pour ceux qui ne le connaissent pas, même si je pense que c'est presque impossible de ne pas le connaître, MrBeast est le plus grand YouTuber en solo au monde. Son vrai nom est Jimmy Donaldson, comme je l'ai dit, il a 27 ans et il vit à Greenville, en Caroline du Nord. Sa chaîne principale compte plus de 480 millions d'abonnés, les gars. Vous vous rendez compte de ce que ça représente, les gars? Je me bats pour 1 million, je veux aussi avoir 480 millions. C'est juste à titre de comparaison. C'est plus de monde que la population des États-Unis. Mais MrBeast n'est pas seulement une chaîne YouTube, d'accord? Il a créé un véritable conglomérat. Il y a Feastables, qui est leur marque de chocolat, de snacks, tu vois. Il a également acheté Step, une application bancaire numérique pour adolescents. Il y a aussi Beast Games, émission de télé-réalité sur Amazon Prime Video, déjà en deuxième saison. Et tout cela fonctionne au sein d'une entreprise appelée Beast Industries, qui emploie aujourd'hui plus de 700 personnes. C'est une opération gigantesque, avec un budget mensuel de plusieurs centaines de milliers de dollars, rien qu'en production de contenu, d'accord? Jusqu'ici, l'image publique de MrBeast était essentiellement celle d'un gars qui donne de l'argent à tout le monde, un philanthrope, accessible, le grand copain d'Internet, tu vois? MrBeast a cofondé Team Trees, qui a planté plus de 24 millions d'arbres. Il a lancé Team Seas, qui a déjà récolté plus de 300 millions de dollars pour nettoyer les océans. En 2025, il a créé Team Water, plus de 40 millions pour apporter de l'eau potable. Et franchement, c'est un parcours philanthropique difficile à égaler. Et en fait, il faut applaudir, d'accord? Parce que c'est vraiment un travail incroyable. Mais ces 2 dernières années, cette image si précieuse, sans aucune égratignure, commence à en prendre quelques-unes, tu vois?
L'un après l'autre, je dirais. Et cette nouvelle procédure-là est, sans exagérer, peut-être la plus grave à ce jour. Et celle qui intente cette action contre Beast Industries, c'est Lauren Mavromats. Elle a 34 ans, elle est née au Brésil, et avant de rejoindre Beast Industries, elle était déjà une créatrice de contenu connu. 1 million d'abonnés sur Instagram, plus d'1,5 million sur YouTube. Du contenu beauté, voyage, lifestyle. Bref, ce n'était pas une débutante. Elle maîtrisait déjà très bien les réseaux sociaux. Selon les documents du procès, elle est entrée chez Beast Industries en août 2022 et elle a été engagée comme responsable du compte Instagram de MrBeast. Son salaire initial était donc d'environ 100 000 dollars par an. En moins d'un an, elle a été promue 2 fois. D'abord en tant que responsable de la création, puis à un poste de direction dans la division des verticales. Selon elle, c'était un poste de cadre avec 20 employés sous sa responsabilité et un budget mensuel de près de 500 000 dollars. Le salaire à ce poste atteignait 250 000 dollars par an. Et tous ces chiffres, les gars, sont des estimations, d'accord? Ils sont publiés. Mais est-ce que c'est exactement ça? Non, on ne sait pas. Selon le procès, en mai 2025, l'entreprise l'a appelé pour aider lors d'un tournage avec Neymar ici au Brésil. Lauren s'est proposée pour y aller, en argumentant qu'il serait précieux d'avoir une citoyenne brésilienne sur place pour aider l'équipe, produire le contenu, etc. Autrement dit, l'entreprise connaissait la valeur qu'elle apportait aux productions. Et malgré cela, selon le procès, tout ce qu'elle avait construit au sein de Beast Industries a été détruit après qu'elle ait osé se plaindre. Aujourd'hui, on parle de quelqu'un qui avait gravi les échelons, progressé dans sa carrière, gagné bien sa vie et, selon les chiffres, était valorisé dans l'entreprise. Vous devez sûrement vous demander, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer alors? Le procès a été déposé devant la Cour fédérale du district Est de la Caroline du Nord jusqu'à hier, le 22 avril 2026, pendant que MrBeast était sur la scène du Time Summit, je ne sais pas quoi. Il s'agit de 2 entreprises, la MrBeast YouTube LLC et aussi la Game Changer 247 LLC Jimmy Donaldson. Personnellement, n'est pas personnellement visé, d'accord? Mais il est cité à plusieurs reprises dans le dossier. Les allégations sont divisées en 3 volets: harcèlement sexuel, discrimination liée à la grossesse et représailles. Selon Lauren, la Beast Industries était ce qu'elle appelle un boys club. Un boys club, un environnement de travail dominé par les hommes où les femmes étaient systématiquement rabaissées. Elle affirme qu'on lui disait de se taire lors des réunions, qu'elle était exclue de rencontres exclusivement masculines et que les commentaires sur l'apparence des employés étaient courants et ignorés. L'accusation la plus grave concerne James Warren, qui est un cousin de Jimmy Donaldson et à l'époque PDG de Beast Industries. Selon le procès, Warren exigeait que Lauren tienne des réunions individuelles chez lui et pendant ces réunions, il faisait des commentaires sur la façon dont elle était habillée. Lorsque Lauren s'est plainte qu'un client de l'entreprise la draguait, la réponse qu'elle affirme avoir reçue était qu'elle devrait se sentir honorée par cette attention. Et ce n'est pas tout. Selon le procès, lorsque Lauren a demandé à Warren pourquoi Jimmy évitait le contact visuel avec elle, la réponse qu'elle dit avoir entendue était la suivante: que Jimmy était mal à l'aise en présence de femmes belles et que, lorsqu'elle était dans les parages et qu'il allait aux toilettes, ce n'était pas exactement aux toilettes qu'il se rendait. Et un détail important ici, Beast Industries a contesté cette allégation en particulier, affirmant qu'elle avait été inventée pour faire les gros titres. L'entreprise a attribué les allers-retours aux toilettes à la maladie de Crohn que Jimmy Donaldson aurait, une affection intestinale qu'il a d'ailleurs déjà déclarée publiquement. Mais les allégations ne s'arrêtent pas à Warren le cousin. Lauren affirme également que MrBeast lui-même rabaissait lors des réunions, que le traitement réservé aux femmes par la direction masculine de l'entreprise était, selon elle, systémique et non ponctuel. Selon elle, en 2023, la procédure de plainte dans l'entreprise était quasi inexistante et aucun canal clair ne permettait de signaler le harcèlement ou la discrimination. Et c'est là qu'entre un détail qui relie cette procédure à une autre polémique. Le procès affirme que les cadres masculins de l'entreprise se moquaient des participantes du Beast Games qui se plaignaient du manque de serviettes hygiéniques et de sous-vêtements propres pendant le tournage de l'émission. Ce n'est pas la première fois que des plaintes concernant les conditions de tournage du Beast Games apparaissent. Un recours collectif en cours, intenté par d'anciens participants, dont nous allons parler dans un instant. Avant cela, parlons de l'action intentée par Lauren pour discrimination liée à la grossesse, sans doute la partie la plus marquante selon elle. Lauren affirme que Beast Industries n'avait pas, en pratique, de politique claire de congé maternité à l'époque où elle y travaillait. Du moins,
et que la culture de l'entreprise poussait les employés à travailler sans limite d'heures. Et pour comprendre cette pression, je dois parler d'un document qui apparaît plusieurs fois dans la procédure, d'accord? Un manuel interne de 36 pages intitulé Comment réussir dans la production de MrBeast. Ce manuel-là, disons, que certains employés ont surnommé la Bible de MrBeast, était distribué à tous ceux qui entraient dans l'entreprise. Selon les documents, le manuel comportait des sections comme Il est normal que les garçons soient immatures et le nombre d'heures que vous travaillez est sans importance. Il y avait aussi, selon le dossier, une phrase qui disait Non veut dire non, en référence à la persévérance créative selon l'entreprise. Mais Lorraine affirme que cela créait un environnement où refuser des tâches était perçu comme une faiblesse. Des instructions précisaient que si un membre de l'équipe créative voulait, par exemple, dessiner un pénis sur le tableau blanc durant l'enregistrement, les autres devaient le laisser faire. C'est dans cet environnement, ce prétendu environnement, que Lorraine dit être entrée dans une réunion de travail en visioconférence, alors qu'elle était à l'hôpital en plein travail. Selon elle, elle devait retenir sa respiration entre les phrases à cause des contractions et elle avait peur d'être licenciée si elle refusait de participer. Elle a annulé une réunion ce jour-là en prévenant qu'elle était en train d'accoucher. Et là, Beast Industries montre la réponse d'une collègue disant qu'elle ne devrait même pas regarder les messages. L'entreprise utilise cela pour dire que des collègues ont essayé de l'empêcher de travailler, contredisant ainsi l'idée de pression institutionnelle. Ce sera à la justice de déterminer avec habileté qui dit la vérité, qui ne la dit pas, si c'est un cas isolé ou non, si c'est vraiment une culture institutionnelle. Mais il y a un autre point, d'accord? Lorraine affirme que l'entreprise ne l'a pas informée de ses droits en vertu de la loi américaine qui garantit un congé sans solde pour des situations comme l'accouchement, par exemple. Beast Industries a répondu en montrant une capture d'écran de la signature de Lorraine, confirmant la réception du manuel des employés qui contenait les politiques abordant ces questions-là. C'était en mars 2025, d'accord. Mais il y a plus. Selon Lorraine, il y a eu des représailles, c'est-à-dire un licenciement. Selon elle, en novembre 2023, elle a déposé une plainte formelle pour harcèlement sexuel et environnement de travail hostile auprès des ressources humaines de l'entreprise qui, d'après le procès, était dirigée par la mère de Jimmy Donald's. Réfléchissez à cette structure une seconde, les gars. La personne chargée de recevoir les plaintes liées au travail est la mère du propriétaire de l'entreprise. Pour quelqu'un qui travaille dans une entreprise comme celle-ci, cela crée évidemment un problème de conflit d'intérêts, non ? Tu vas te plaindre à sa mère de ce qu'il fait dans son entreprise, où c'est elle qui dirige les ressources humaines. C'est un truc un peu bancal, un peu confus, mais c'est comme ça. Du moins, d'après ce qu'on dit, non, la réponse qu'elle dit avoir reçue, c'est que les plaintes étaient infondées. Et juste après ça, elle dit qu'elle a été rétrogradée, transférée à un poste de responsable des médias sociaux et de la boutique de merchandising de MrBeast, un poste que les employés eux-mêmes appellent la division où les carrières finissent par mourir. Et là vient la partie du congé. Lorraine est partie en congé maternité. Selon le procès, même pendant son congé, elle a effectué un travail important et continu pendant 8 semaines, par peur de représailles si elle ne le faisait pas. 2 semaines après mon retour de ce qui était censé être un congé maternité, mon congé maternité, j'ai été licenciée. Et la raison était, et je cite, « Vous êtes trop qualifié pour ce poste. Nous avons besoin de quelqu'un de moins qualifié. » Essayez de comprendre et laissez ça faire son chemin. Ils ont dit qu'elle était trop qualifiée pour le poste auquel on l'avait affectée. C'est un peu difficile à comprendre, n'est-ce pas? Parce que, tu vois, t'es rétrogradé parce que tu te plains, puis ensuite t'es licencié parce que t'es trop compétent pour le poste où on t'a mis, parce que tu t'es plaint. Et selon le procès aussi, après son départ, l'entreprise a embauché un homme pour exercer les mêmes fonctions qu'elle occupait avant d'être rétrogradée. Si cela est vrai, et cela va évidemment être examiné dans le cadre du procès, cela affaiblit beaucoup l'argument selon lequel le poste a été supprimé à cause d'une restructuration, comme cela a également été allégué. Beast Industries affirme que le poste de Lorraine a été supprimé dans le cadre d'une restructuration interne, menée par le nouveau responsable du commerce électronique, et que plusieurs postes ont été supprimés, pas seulement le sien. Eh bien, à propos de tout cela, pour résumer un peu, la réponse de Beast Industries a été très incisive, d'accord? L'entreprise a qualifié la procédure de plainte destinée à attirer l'attention et a déclaré que les allégations reposent sur des représentations délibérément fausses et sur des déclarations catégoriquement mensongères. L'entreprise affirme disposer de nombreuses preuves, des messages Slack, des conversations WhatsApp, des documents internes et des témoignages qui, selon elle, réfutent tout.
L'entreprise a également attaqué la partie concernant l'état de santé de Donaldson. Elle affirme qu'il est répugnant que cette procédure exploite la maladie de Crohn de MrBeast, n'est-ce pas, ainsi qu'un trouble oculaire dont il souffre. Selon eux, ces deux conditions sont publiques uniquement pour générer des gros titres et essayer d'obtenir des millions de dollars. Et franchement, les gars, en regardant ça, c'est quelque chose d'extrêmement célèbre, non? Quand tu regardes MrBeast, personne ne sait vraiment comment il est hors caméra, sauf ceux qu'il côtoie, non? Mais mec, c'est un environnement où je crois beaucoup de profiteurs apparaissent. Pour l'amour de Dieu, je ne dis pas que c'est le cas de Lauren, d'accord? Mais en regardant l'argumentation de l'entreprise, je crois qu'ils doivent vraiment passer par ça plusieurs fois. C'est pourquoi je dis qu'on devra attendre, car la justice américaine devra au moins enquêter, non? Même si un tiers est vrai, non? Cette question de rétrogradation, de sorte de violence psychologique, non? Rabaisser et tout ça? Il y a une cicatrice, une tache grotesque, non? Eh bien, un porte-parole de l'ACO, James Warren, a déclaré que l'accusation la plus grave portée contre lui avait été fabriquée dans le seul but de provoquer une telle répercussion. Warren, c'était le cousin, non? Je me rappelle qu'il était PDG. Et selon des sources de l'industrie, les représentants de Lauren auraient approché Beast Industries avant le procès, pour tenter d'obtenir un accord financier de plusieurs millions. Et qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, c'est courant dans les litiges du travail, les gars, que les deux parties essaient de régler avant que ça ne devienne public et que tout éclate au grand jour, non? Ce n'est pas nécessairement un signe de mauvaise foi, ni une reconnaissance de quoi que ce soit, mais c'est un système qui fonctionne là, tu vois, très souvent. Mais le fait était que l'entreprise utilise cela pour argumenter que la motivation est financière, pas vraiment une question de justice. C'est donc un récit que chaque partie devra défendre devant la justice dans les prochains mois. Mais écoutez, je dois vous dire que ce n'est évidemment pas la première fois, n'est-ce pas? Comme je viens de le dire, compte tenu de toutes les circonstances, il y a déjà un précédent. Pour comprendre le poids de ce procès, il est donc important de savoir qu'il ne sort pas de nulle part, d'accord? Beast Industries accumulait déjà des polémiques depuis 2 ans. Pour vous donner une idée, en juillet 2024, il y a eu l'affaire d'Ava Chris Tyson, qui était membre original du groupe de MrBeast, son ami d'enfance. Des accusations selon lesquelles elle aurait eu des interactions inappropriées en ligne avec un mineur ont éclaté sur les réseaux sociaux à cette époque-là. MrBeast a donc coupé les liens publiquement en disant qu'il en avait assez. Il a engagé un cabinet d'avocats indépendants pour enquêter sur tout cela. En novembre 2024, après avoir analysé des centaines de millions de documents et interrogé plusieurs personnes, le cabinet a conclu que les allégations de sollicitation de mineurs, disons, n'étaient pas fondées. Mais le mal à l'image était déjà fait, n'est-ce pas? À la même période, d'anciennes vidéos de MrBeast ont refait surface où il tenait des propos racistes et homophobes. Il a expliqué ces vidéos par son immaturité d'adolescent. En septembre 2024, 5 anciens participants de Beast Games ont intenté un recours collectif contre Donuts, Amazon et les sociétés de production de l'émission, alléguant des conditions de travail dangereuses et du harcèlement sexuel pendant les enregistrements. L'émission a réuni 1000 participants pour un prix de 5 millions de dollars, le plus grand de l'histoire de la télévision. Selon le procès intenté par les participants, les conditions comprenaient des situations qui auraient même conduit certains à l'hôpital. L'accusation concernant l'absence de serviettes hygiéniques ou de sous-vêtements propres pour les participantes date aussi de cette période, d'accord? Et ce procès est toujours en cours, pour vous donner une idée. Mais malgré cela, Beast Games a quand même été renouvelé pour une deuxième saison qui a été diffusée au début de 2026. Petite parenthèse pour évoquer la crise, non? C'est là qu'ont commencé à circuler des vidéos où MrBeast aurait soi-disant tenu des propos discriminatoires, etc. Et pour ceux qui ne s'en souviennent pas, Chris est passé par un processus de transition, n'est-ce pas? Si tu regardes les saisons les plus anciennes de MrBeast, tu verras que Chris apparaît comme un homme. Et ensuite, elle a fait sa transition de genre et est devenue Chris. C'est à ce moment-là que ces rumeurs auraient commencé à circuler et qu'elle a disparu de l'émission. Enfin, voilà. Et après toutes ces polémiques, MrBeast a promis des changements, d'accord? Il aurait soi-disant modifié une organisation interne de l'entreprise. Selon ce qui a été rapporté, la société de presse a eu accès à l'information, disant qu'il fallait créer une culture où tout le monde se sent en sécurité. Il a également promis d'embaucher un directeur des ressources humaines, un directeur financier, un directeur juridique. Formation de sensibilisation pour toute l'entreprise. D'ailleurs, l'entreprise a récemment engagé un cabinet d'avocats externe
pour réaliser un audit indépendant de la culture de travail. En interrogeant des employés actuels et anciens, je pensais à tout ça. Je ne sais pas comment MrBeast a percé, mais j'imagine que ça a été rapide, non? C'était un succès très rapide, beaucoup d'argent. Et pour structurer tout ça, parfois on a l'impression que c'est fait un peu, je sais pas, dans cet esprit entre amis, tu vois, comme dans un garage entre amis. Je ne dis pas que c'est ça, mais c'est l'impression que ça donne en voyant tout ce qui fuite, non? Plusieurs employés actuels se sont aussi exprimés publiquement pour défendre Donald, tu sais, Jimmy, MrBeast, en disant que l'environnement de travail actuel est professionnel et sûr. Oui, mais c'est justement là que ça devient compliqué. Parce que ces témoignages parlent du présent. Et la plainte de Lorraine concerne la période de 2022 à 2025. La question qui reste alors est, le problème a-t-il été résolu ou simplement mis sous le tapis? Bien sûr, chers amis, c'est la justice qui répondra à cette question. Ou pas, qui sait? Ce que nous avons, c'est que le même jour où cette plainte a été déposée, tout a explosé dans le monde avec la vidéo de Lorraine, n'est-ce pas? Sur Exposed, là. MrBeast était sur la scène du Time 100 Summit. Interrogé sur la culture de son entreprise, il a expliqué avoir lancé son business à 11 ans sans même connaître la signification de ce mot à l'époque. Sans préciser de quel mot il s'agit, mais je suppose que c'est ce truc de culture d'entreprise, non? Ou modèle d'affaires, enfin. Il dit que l'entreprise a grandi jusqu'à 750 employés. Il a recruté des dirigeants plus expérimentés, reconnaissant qu'il n'était plus le mieux placé pour définir la culture d'une organisation de cette taille. C'est une réponse, je dirais, calculée, non? Il reconnaît qu'il y a eu des problèmes sans admettre une faute directe. Il reporte la responsabilité sur les gestionnaires précédents. Et il présente la version actuelle de l'entreprise comme différente de celle que Lorraine décrit. Si ce nettoyage de l'image publique va fonctionner ou non, il va falloir attendre les prochains épisodes. Je ne sais pas, dites-moi ici ce que vous en pensez. Dans une affaire de droit du travail très médiatisée, du moins, le timing de cette action est presque toujours stratégique. Ça met encore plus l'affaire en lumière au moment de la plus grande visibilité du défendeur. Et Beast Industries a utilisé exactement la même chose dans sa contre-attaque, en disant que le procès a été conçu pour générer des gros titres à ce moment précis. Donc, pour résumer globalement ici, nous avons une ancienne cadre de l'entreprise de MrBeast, un haut responsable, qui allègue avoir été victime de harcèlement sexuel de la part du PDG. Un environnement de travail qu'elle qualifie de club de garçons, club des mecs, pression pour travailler pendant l'accouchement, rétrogradation après 100 nettes plaintes, licenciement moins de 3 semaines après son retour de congé maternité. De l'autre côté, l'entreprise dit avoir des preuves que tout cela est faux. Qui accuse l'auteur de la plainte de chercher de l'attention et de l'argent? Et qui présente des preuves documentaires contredisant des points précis de la dénonciation. Enfin maintenant, il ne reste plus qu'à attendre pour savoir ce qui va se passer face à tout cela. Et il ne va rien se passer. Pour l'instant, c'est tout, chers amis. Je vous remercie énormément pour votre compagnie. J'espère vous revoir dans le prochain épisode. Un bisou du roux, à bientôt.